J'ai acheté la maison de mes rêves en secret. Un voisin m'a prévenu, des inconnus sont à l'intérieur. J'ai vérifié les caméras. C'était la famille de ma sœur, en train de célébrer. C'est là que j'ai appelé la police. Je m'appelle Sandy, et voici l'histoire de la manière dont ma sœur, Jessica, a détruit notre relation familiale de la façon la plus spectaculaire qui soit. Pour comprendre toute l'ampleur de ce qui s'est passé, j'ai besoin de vous donner un peu de contexte. J'ai 32 ans, je travaille dans le conseil en technologie, et j'économise chaque centime depuis 8 ans pour acheter la maison de mes rêves. Pas n'importe quelle maison, la maison. Une magnifique demeure victorienne sur Maple Street, qui m'obsède depuis que je l'ai vue pour la première fois lors d'une balade en voiture en 2017. La maison appartenait à une femme âgée, Madame Patterson, qui y avait vécu pendant 60 ans. C'était une superbe victorienne de 3 étages, avec des parquets d'origine, des vitraux, un porche qui faisait le tour, et un jardin qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Chaque fois que je passais devant, je ralentissais et je m'imaginais y vivre, organiser des dîners, peut-être même fonder une famille un jour. Madame Patterson est décédée en janvier, et sa famille a mis la maison en vente en mars. Je surveillais les annonces immobilières de manière obsessionnelle, et dès qu'elle est apparue, j'ai su que c'était ma chance. Le prix demandé était de 485 000 €. C'était élevé, mais j'avais épargné de manière agressive et j'avais réussi à rassembler un acompte de 20%, en plus des frais de clôture. C'est ici que la dynamique de ma famille devient pertinente. Ma sœur, Jessica, a 2 ans de plus que moi. Elle est mariée à son mari, Mike, et ils ont des jumeaux, Ethan et Mason, qui ont 7 ans. Jessica travaille à temps partiel comme hygiéniste dentaire, et Mike est mécanicien. Ce sont de bonnes personnes, mais ils ont toujours eu des difficultés financières. Ils vivent dans une petite maison de location de l'autre côté de la ville et parlent de vouloir acheter une propriété depuis des années, mais ils n'ont jamais réussi à économiser assez pour un acompte. Le truc avec Jessica, c'est qu'elle a toujours été en compétition avec moi. Quand nous étions enfants, si j'obtenais quelque chose, elle devait l'avoir aussi, et généralement en plus grand ou en mieux. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire, elle a fait tout un plat sur le fait que l'université n'était pas tout, et qu'elle gagnait de l'argent réel dès la sortie du lycée. Quand j'ai eu ma première promotion, elle a commencé à parler de reprendre ses études. Ce n'est pas méchant, à proprement parler, mais il y a toujours eu ce courant sous-jacent de comparaison entre nous. Je savais que si je parlais de la maison à ma famille avant la signature, il y aurait des histoires. Jessica essaierait soit de m'en dissuader, en disant que c'était trop cher ou trop grand pour une seule personne, soit elle commencerait à dire à quel point c'était injuste que je puisse me permettre une telle chose alors qu'elle ne le pouvait pas. Mes parents se seraient probablement rangés de son côté. Ils ont toujours été très protecteurs envers Jessica, car elle a eu plus de difficultés financières, surtout après la naissance des jumeaux. J'ai donc pris la décision de garder l'achat de la maison totalement secret jusqu'à la signature. J'ai fait une offre, obtenu un préaccord pour le prêt, fait l'inspection, et géré toute la paperasse sans rien dire à personne dans ma famille. Les seules personnes au courant étaient mon agent immobilier, mon courtier hypothécaire, et ma meilleure amie, Cathy, à qui j'avais fait jurer le secret. La signature était prévue pour le vendredi 15 mai. Tout s'est déroulé sans accroc, et à 15 h ce jour-là, j'étais officiellement propriétaire de la maison de mes rêves. J'avais pris ma journée, et après la signature, j'ai conduit jusqu'à la maison juste pour m'asseoir dans ma voiture et la contempler. Ma maison. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais prévu de l'annoncer à ma famille ce week-end-là. J'allais les inviter à dîner le dimanche et leur faire la surprise. J'avais même acheté une bouteille de champagne pour fêter ça, mais la vie en avait décidé autrement. J'avais pris des dispositions pour faire installer un système de sécurité le lundi suivant la signature. La maison avait une vieille alarme qui n'avait pas été utilisée depuis des années, alors j'ai engagé une société, Securehome, pour installer de nouvelles caméras et de nouveaux capteurs dans toute la propriété. Ils ont fait l'installation le lundi et le mardi, et le mercredi matin, j'avais un système de sécurité complet, avec des caméras couvrant toutes les entrées, les pièces de vie principales, et l'extérieur. Je pouvais tout surveiller depuis une application sur mon téléphone. C'était honnêtement un peu excessif pour une propriété résidentielle, mais la maison était le plus gros investissement de ma vie, et je voulais la protéger. De plus, comme je vivais encore dans mon appartement, je n'avais pas encore emménagé car je voulais d'abord faire quelques peintures et petites réparations, j'aimais pouvoir vérifier la maison à distance. Le jeudi soir, je travaillais tard à mon bureau quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu.
Normalement, je ne réponds pas aux numéros que je ne connais pas, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Est-ce la nouvelle propriétaire du 447 Maple Street? La voix appartenait à un homme âgé. Oui, c'est Sandy. Qui est à l'appareil? Je suis Robert Chen. J'habite au 445 Maple Street, juste à côté de chez vous. Je voulais me présenter et aussi vous informer qu'il y a des gens dans votre maison en ce moment. Mon cœur s'est arrêté. Que voulez-vous dire, des gens dans ma maison? Eh bien, il y a une voiture dans votre allée, et je vois des lumières allumées à l'intérieur. J'ai vu des gens bouger à travers les fenêtres. Je pensais que vous aviez peut-être de la famille qui séjournait là, mais je voulais vérifier, au cas où. J'ai remercié Monsieur Chen et j'ai immédiatement raccroché, ouvrant l'application de sécurité sur mon téléphone avec des mains tremblantes. J'ai affiché les flux des caméras en direct, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait des gens dans ma maison, et je les reconnaissais. C'était Jessica, Mike, et les jumeaux. Ils n'étaient pas seulement à l'intérieur, ils célébraient. La caméra du salon les montrait avec des boîtes de pizza et des bouteilles de soda étalées sur mes magnifiques parquets d'origine. Les jumeaux couraient partout, et je pouvais voir Jessica prendre des photos avec son téléphone, posant devant la cheminée comme si elle était chez elle. J'ai regardé, incrédule, Jessica se promenait dans ma maison, faisant de grands gestes comme si elle faisait visiter les lieux à quelqu'un. Mike était affalé sur le sol, puisqu'il n'y avait pas encore de meubles, buvant une bière. Les jumeaux jouaient à une sorte de jeu de poursuite, courant de pièce en pièce. Mais le pire, ce fut quand j'ai basculé sur la caméra de la cuisine. Jessica était en appel vidéo avec quelqu'un. Je pouvais le dire car elle tenait son téléphone en l'air et lui parlait. Elle faisait une visite virtuelle de ma cuisine, de ma maison, parlant et riant comme si elle y appartenait. Je tremblais de colère, mais j'étais aussi confuse. Comment était-il même entré? Je n'avais donné de clé à personne. Je n'avais dit à personne que j'avais acheté la maison. Comment savait-il même que je la possédais? J'ai immédiatement appelé le portable de Jessica. Je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai essayé le téléphone de Mike. Même chose. Ils ignoraient manifestement mes appels. C'est là que j'ai compris ce que je devais faire. Ces personnes s'étaient introduites illégalement dans ma maison. Peu importait qu'ils soient de ma famille. Ils avaient pénétré dans ma propriété sans permission, et ils agissaient comme s'ils en étaient les propriétaires. J'ai appelé le 911. 911, quelle est votre urgence? Je dois signaler une effraction. Il y a des gens à l'intérieur de ma maison sans permission. Êtes-vous actuellement sur les lieux, madame? Non, je suis à mon bureau, mais je peux les voir grâce à mes caméras de sécurité. Il y a 4 personnes à l'intérieur, 2 adultes et 2 enfants. Je ne sais pas comment ils sont entrés, mais ils n'ont pas la permission d'être là. L'opérateur a pris mes informations et l'adresse, et a dit qu'ils enverraient des agents pour enquêter. Je leur ai dit que je les rejoindrais sur place. Le trajet de mon bureau à Maple Street m'a semblé une éternité. Je n'arrêtais pas de vérifier l'application de sécurité au feu rouge, regardant la famille de ma sœur continuer leur fête non autorisée dans ma maison. À un moment, j'ai vu Jessica allongée sur le sol de ce qui serait la chambre principale, les bras écartés, fixant le plafond comme si elle faisait des anges dans la neige. Quand je suis arrivé à la maison, il y avait déjà 2 voitures de police dans l'allée. Je pouvais voir le monospace de ma sœur garé dans la rue. La porte d'entrée était ouverte et j'entendais des voix à l'intérieur. L'agent Martinez m'a accueilli à la porte. « Êtes-vous Sandy Williams? » « Oui, c'est moi. C'est ma maison. Ces gens à l'intérieur n'ont pas la permission d'être ici. Madame, nous allons avoir besoin de voir des documents prouvant que vous êtes propriétaire de ce bien. » J'avais mes papiers de la signature dans ma voiture, alors j'ai couru les chercher. Pendant que je prenais les documents, j'ai entendu la voix de Jessica à l'intérieur, de plus en plus forte et agitée. Il doit y avoir une erreur. Sandy ne possède pas de maison. Elle vit dans un appartement. Quand je suis revenu avec les documents, l'agent Martinez les a examinés attentivement. L'acte de propriété était clairement à mon nom, daté de seulement 6 jours plus tôt. Les personnes à l'intérieur prétendent être votre famille, madame. Ils disent qu'il y a eu un malentendu. C'est ma famille. C'est ma sœur, son mari, et leurs enfants. Mais je ne leur ai jamais donné la permission d'être dans ma maison. Je ne leur ai même jamais dit que je l'avais achetée.
C'est alors que Jessica est apparue dans l'embrasure de la porte. Le regard sur son visage quand elle m'a vu est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était un mélange de choc, de colère, et de quelque chose qui ressemblait presque à de la trahison. Sandy, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi la police est-elle ici? La question est, qu'est-ce que tu fais dans ma maison, Jessica? Comment es-tu même entrée ici? Ta maison? Qu'est-ce que tu veux dire, ta maison? Je lui ai tendu une copie de l'acte de propriété. J'ai observé son visage pendant qu'elle le lisait, j'ai vu le moment où elle a compris que j'étais réellement propriétaire. Tu as acheté cette maison? Quand? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai signé vendredi, et je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu réagirais exactement comme ça. L'agent Martinez est intervenu. Madame, dit-il à Jessica, vous devez rassembler vos affaires et quitter la propriété. Vous êtes en situation d'effraction. Effraction? C'est ma sœur. Il doit y avoir une sorte d'erreur. Mike est apparu derrière Jessica, tenant les deux jumeaux par la main. Les garçons avaient l'air effrayés et confus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police est là? Sandy a acheté cette maison sans nous le dire, dit Jessica, sa voix devenant plus aiguë et tendue. Et maintenant, elle nous fait arrêter. Je ne vous fais pas arrêter, ai-je dit. Je veux juste que vous sortiez de ma maison. Vous êtes entrés ici sans permission. Nous ne sommes pas entrés par effraction, protesta Jessica. C'est l'agent immobilier qui nous a laissé entrer. Cela m'a laissé sans voix. Quel agent immobilier? Linda Morrison de Century 21. Elle a dit que tu lui avais demandé de nous montrer la maison. Je connaissais Linda Morrison. Elle avait été l'agent inscripteur de la propriété, bien que j'ai eu recours à un autre agent pour me représenter en tant qu'acheteuse. Mais pourquoi Linda penserait-elle que je voulais montrer la maison à ma sœur? L'agent Martinez a demandé à Jessica d'appeler Linda Morrison sur le champ. Jessica a composé le numéro en mode haut-parleur. Bonjour, Linda. C'est Jessica Williams. Je suis à la maison de Maple Street avec la police, et il semble y avoir une certaine confusion. La voix de Linda est parvenue clairement à travers le téléphone. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ma sœur est ici et elle dit qu'elle est propriétaire de la maison et que nous sommes en effraction, mais vous avez dit qu'elle vous avait demandé de nous la montrer. Il y eut une longue pause du côté de Linda. Jessica, je crois qu'il y a eu un terrible malentendu. Je n'ai jamais parlé à Sandy de vous montrer la maison. Quand vous m'avez appelé cet après-midi en disant que vous étiez Sandy Williams, et que vous vouliez que je montre la propriété à la famille de votre sœur, j'ai pensé. Oh non. Oh non, ai-je murmuré. Je crois que j'ai fait une terrible erreur. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Jessica avait appelé Linda Morrison, s'était fait passer pour moi, et avait demandé à Linda de montrer la maison à la famille de sa sœur. Linda avait supposé que moi, Sandy Williams, j'appelais pour lui demander de montrer la maison à une autre personne nommée Jessica. Tu t'es fait passer pour moi. J'ai regardé Jessica, incrédule. Le visage de Jessica était rouge vif. Je ne me suis pas fait passer pour toi. J'ai juste dit que j'étais Sandy Williams parce que c'est aussi mon nom de jeune fille. Je pensais qu'il y avait peut-être eu une erreur sur l'identité de l'acheteur. Ton nom de jeune fille est Williams parce que nous sommes sœurs, Jessica. Tu as appelé en te faisant passer pour moi pour avoir accès à ma maison. Les policiers ont échangé un regard. L'agent Martinez s'est tourné vers Jessica. Madame, ce que vous décrivez pourrait être considéré comme une fraude. Ce n'est pas de la fraude. Je pensais sincèrement qu'il y avait eu une erreur. Quand j'ai vu sur le site des registres du comté qu'une certaine Sandy Williams avait acheté cette maison, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une erreur administrative ou quelque chose du genre. J'ai pensé que nos noms avaient peut-être été confondus. Je n'en croyais pas mes oreilles. Alors, tu as décidé d'appeler l'agent immobilier, de te faire passer pour moi, et de t'introduire dans la maison pour... Quoi? Vérifier s'il y avait eu une erreur administrative? Nous ne nous sommes pas introduits. Nous avions la permission de l'agent. Une permission que tu as obtenue en mentant sur ton identité. Mike a finalement pris la parole. Sandy, écoute, je crois que ça a dérapé. Jessica était juste excitée, parce qu'elle pensait que, peut-être, d'une manière ou d'une autre, tu avais acheté cette maison pour nous tous ou quelque chose comme ça. Tu sais comment elle est avec la famille.
Comment moi je suis avec la famille, explosa Jessica. Je me soucie de la famille, contrairement à certaines personnes qui achètent la maison de leur rêve sans même le dire à leur propre sœur. Et voilà. Le vrai problème n'était pas qu'elle ait accédé illégalement à ma maison. Elle était en colère que je ne l'ai pas incluse dans mon projet d'achat. Jessica, j'ai acheté cette maison avec mon argent, que j'ai économisé pendant 8 ans. Pourquoi l'aurais-je acheté pour nous tous? Parce que c'est ce que fait une famille. Ils partagent les grands moments. Ils ne font pas les choses en cachette et ne cachent pas des choses. L'agent Martinez s'est éclairci la gorge. Mesdames, nous devons résoudre la situation immédiate. Madame, dit-il à Jessica, indépendamment du malentendu avec l'agent, vous devez quitter la propriété maintenant. Jessica a rassemblé les jumeaux et leurs affaires, tout en continuant à se disputer avec moi. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, Sandy. Je n'arrive pas à croire que tu aies appelé la police contre ta propre famille. Je n'arrive pas à croire que tu t'introduises dans ma maison. Nous ne nous sommes pas introduits. Tu as commis une fraude pour y accéder. C'est pire qu'une effraction. Au moment de partir, Jessica s'est retournée vers moi une dernière fois. Tu sais quoi, Sandy? J'ai toujours su que tu te croyais meilleur que nous, mais je n'aurais jamais pensé que tu le prouverais de cette manière. Ce commentaire m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Il ne s'agit pas d'être meilleur que qui que ce soit, Jess. Il s'agit de limites. Il s'agit que tu respectes le fait que je suis une adulte qui peut prendre ses propres décisions sans te consulter. Très bien. Ne viens pas pleurer chez moi quand tu seras toute seule dans ta grande maison chic, sans aucune famille autour. Et sur ce, ils sont partis. Les policiers ont terminé de prendre ma déposition et sont également partis. Je suis resté debout dans ma magnifique maison de rêve vide, regardant les boîtes de pizza et les taches de soda sur mes parquets, et je me suis senti complètement dégonflé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à recevoir des appels et des textos de membres de la famille. Mes parents, mes cousins, ma tante, ils étaient tous en colère contre moi pour avoir appelé la police contre Jessica et pour avoir embarrassé la famille. Jessica avait raconté à tout le monde sa version de l'histoire, se présentant comme la victime d'un malentendu, et moi comme la sœur cruelle qui l'avait fait arrêter pour une erreur innocente. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé, mais la version de Jessica était plus convaincante. Dans sa version, elle avait simplement été confuse au sujet de certains papiers et avait demandé à voir la maison. Et moi, de manière malveillante, j'avais appelé la police au lieu de simplement lui parler comme une personne normale. Ma mère m'a appelé en pleurant. « Sandy, comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» Elle est tellement bouleversée. Les jumeaux demandent pourquoi Tati Sandy a appelé la police contre eux. Maman, elle s'est fait passer pour moi pour avoir accès à ma maison. Elle a commis une fraude. Elle a fait une erreur. Elle pensait qu'il y avait eu une sorte de confusion. Tu aurais pu simplement lui parler. J'ai essayé de l'appeler quand je les ai vus dans la maison. Elle a ignoré mes appels. Parce qu'elle était gênée par la confusion. C'était sans espoir. Peu importe comment je l'expliquais, ma famille voyait Jessica comme la victime et moi comme la méchante. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que Jessica prenait des photos et des vidéos pendant qu'elle était dans ma maison, et que je l'avais vu faire ce qui ressemblait à un appel vidéo dans la cuisine? Eh bien, il s'est avéré qu'elle avait tout publié sur les réseaux sociaux. Mon amie Cathy m'a appelé 3 jours après l'incident. Sandy, tu dois voir la page Facebook de Jessica. Je n'avais pas Jessica sur les réseaux sociaux, nous nous étions retirés de nos listes d'amis il y a des années après une dispute politique, mais Cathy a tout capturé et me l'a envoyé. Jessica avait publié des dizaines de photos de l'intérieur de ma maison avec des légendes comme « Visite de la maison de mes rêves ». Hâte de faire de cet endroit le nôtre, et les enfants sont tellement excités par leur nouvelle chambre. Mais la publication la plus accablante était une vidéo qu'elle avait prise en faisant la visite virtuelle que j'avais vue sur mes caméras de sécurité. Dans la vidéo, elle parlait clairement comme si elle possédait la maison ou était sur le point de l'acheter. Elle disait des choses comme « Ça va être notre chambre principale, et j'ai hâte d'organiser Thanksgiving ici, et Mike va adorer regarder le football dans ce salon. » Cathy avait également trouvé des publications de plus tôt dans la journée, avant que Jessica n'aille à la maison, où elle parlait de finalement obtenir la maison que nous méritons et parfois, les choses s'arrangent comme elles le devraient. Ce n'était pas quelqu'un qui était confus au sujet de la paperasse. C'était quelqu'un qui s'était convaincu qu'elle méritait d'une manière ou d'une autre ma maison,
ou qu'il y avait eu une erreur cosmique qui devait être corrigée. J'ai tout capturé et sauvegardé. Puis j'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai appelé Linda Morrison, l'agent immobilier, et je lui ai demandé de me raconter exactement ce qui s'était passé lorsque Jessica l'avait appelée. Elle a appelé vers 13h le jeudi, m'a dit Linda. Elle a dit « Bonjour, c'est Sandy Williams. Je viens de signer pour le 447 Maple Street vendredi dernier. » Cette partie était exacte, donc je n'ai pas douté. Puis elle a dit « J'aimerais organiser une visite de la maison pour ma sœur Jessica et sa famille cet après-midi, afin qu'ils puissent voir ce que j'ai acheté. » Elle m'a donné le numéro de portable de Jessica et a dit que Jessica m'appellerait pour coordonner l'heure. Et Jessica vous a appelé directement après ça? Oui, environ 20 minutes plus tard. Elle a dit « Bonjour, c'est Jessica. Sandy Williams vous a demandé de me montrer, ainsi qu'à ma famille, la maison sur Maple Street. » Elle était très polie et semblait excitée. Je les ai rencontrés à la maison à 15h et je les ai fait entrer. Combien de temps êtes-vous resté avec eux? C'est ça le problème. Je ne suis pas resté. Jessica m'a dit que vous aviez dit qu'il pouvait passer un peu de temps seul dans la maison pour vraiment s'imprégner de l'endroit, et qu'il fermerait à clé en partant. Elle a dit que vous prévoyiez de les rejoindre plus tard, mais que vous étiez coincé au travail. Comme vous étiez la propriétaire, je n'y ai vu aucun inconvénient. Ainsi, Jessica s'était non seulement fait passer pour moi pour accéder à la maison, mais elle avait aussi menti pour que l'agent immobilier les laisse seuls dans la propriété. Ce n'était pas un simple malentendu. C'était un plan calculé. Armé de ces nouvelles informations, j'ai décidé d'agir. D'abord, j'ai appelé mes parents et je leur ai demandé de venir à mon appartement pour que je puisse tout leur montrer, les publications sur les réseaux sociaux, la chronologie des événements, et les enregistrements de mes caméras. Le visionnage des enregistrements de sécurité a été particulièrement révélateur pour eux. Ils ont pu voir Jessica et sa famille se comporter comme s'ils étaient propriétaires, et non comme des personnes confuses essayant de démêler une erreur administrative. Ils ont vu Jessica poser pour des photos, Mike boire de la bière dans mon salon, et les enfants courir partout sans surveillance. Elle pensait vraiment qu'elle allait obtenir la maison d'une manière ou d'une autre, dit doucement ma mère après avoir vu les images. Mais comment? Comment pensait-elle que ça allait marcher? Je leur ai montré les publications sur les réseaux sociaux, en particulier celle du début de la journée, où elle parlait de finalement obtenir la maison que nous méritons. Mon père a secoué la tête. Je pense que Jessica s'est convaincue que, parce que tu ne nous avais pas parlé de la maison, peut-être que ce n'était pas réel, ou qu'il y avait eu une sorte d'erreur. Ou peut-être qu'elle pensait que je l'avais achetée pour toute la famille et que je ne l'avais juste pas encore dit à personne. Ça n'a aucun sens, ai-je dit. Ma mère a répondu, ça a du sens si tu es Jessica et que tu t'es convaincue que ta petite sœur ne pourrait jamais se permettre quelque chose que tu ne peux pas te permettre. Cette conversation avec mes parents a été un tournant. Ils ont finalement compris que Jessica n'avait pas fait une erreur innocente. Elle avait agi de manière délibérée et trompeuse. Mais Jessica n'avait pas dit son dernier mot. La semaine suivante, j'ai reçu un appel de ma société de prêt hypothécaire. Quelqu'un avait appelé, se faisant passer pour moi, et demandé d'ajouter des emprunteurs supplémentaires au prêt. Puis j'ai reçu un appel du bureau du greffier du comté. Quelqu'un était venu demander les registres de propriété du 447 Maple Street en se présentant comme la propriétaire. Jessica essayait toujours de trouver un moyen de mettre la main sur ma maison. C'est là que j'ai décidé d'engager une action en justice. J'ai consulté un avocat spécialisé en droit immobilier et en droit de la famille. J'ai expliqué toute la situation, l'usurpation d'identité, la fraude, les publications sur les réseaux sociaux, et le harcèlement continu. Vous avez un dossier solide, m'a dit l'avocat. Ce qu'elle a fait constitue une usurpation d'identité, une fraude, et une violation de propriété, au minimum. Le fait qu'elle continue de vous harceler en appelant votre société de prêt et le greffier du comté montre un schéma de comportement qu'un juge prendrait au sérieux. J'ai demandé une ordonnance restrictive contre Jessica, lui interdisant de s'approcher de ma propriété, de contacter ma société de prêt ou toute autre institution liée à l'achat de ma maison, et l'obligeant à se tenir à au moins 150 mètres de moi. J'ai également intenté une poursuite civile pour obtenir des dommages et intérêts pour le coût du changement de mon système de sécurité, puisqu'elle avait été à l'intérieur et aurait pu copier des clés ou désactiver des alarmes, les frais de justice, et une compensation pour le préjudice moral. Quand Jessica a reçu les papiers, elle a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à m'appeler depuis différents numéros de téléphone,
violant l'ordonnance restrictive, laissant des messages vocaux où elle hurlait que je détruisais la famille et que j'étais une égoïste qui préférait poursuivre sa propre sœur plutôt que de partager sa bonne fortune. Chaque message vocal a été transféré à mon avocat et ajouté au dossier. Mais avant d'en arriver au procès, je dois vous raconter tout ce qui s'est passé entre-temps, car le comportement de Jessica a empiré bien avant de s'améliorer. Après que j'ai obtenu l'ordonnance restrictive, Jessica a semblé y voir un défi personnel. Le lendemain même où elle en a été notifiée, j'ai commencé à recevoir des appels anonymes sur mon téléphone professionnel. L'interlocuteur raccrochait dès que je répondais, mais j'ai reconnu la respiration de Jessica. Nous avions partagé une chambre pendant 16 ans en grandissant. Puis, mes voisins ont commencé à recevoir des visites. L'ancien voisin de Madame Patterson, Robert Chen, celui qui m'avait initialement appelé pour me prévenir des intrus, m'a appelé pour me dire qu'une femme correspondant à la description de Jessica était venue à sa porte, posant des questions sur la nouvelle propriétaire de la maison voisine. Elle a dit qu'elle était votre cousine et qu'il y avait une urgence familiale, m'a raconté Monsieur Chen. Elle voulait savoir si vous étiez à la maison, quelle voiture vous conduisiez, quels étaient vos horaires de travail. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise de partager ces informations, et elle est devenue très agitée. J'ai immédiatement appelé mon avocat et signalé le contact. C'était une violation claire de l'ordonnance restrictive, mais prouver que c'était Jessica serait difficile, puisque Monsieur Chen ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Mais Jessica a fait une erreur. Elle a aussi rendu visite à Madame Rodriguez, qui habitait de l'autre côté de la rue. Madame Rodriguez avait, elle, rencontré Jessica lors de l'incident initial. Elle promenait son chien lorsque les voitures de police sont arrivées et avait assisté à toute la confrontation. Cette femme est venue à ma porte hier, m'a dit Madame Rodriguez lorsque je l'ai croisée à la boîte aux lettres. La même que ce soir-là avec la police. Elle posait des questions sur vous, mais elle a fait comme si elle ne se souvenait pas de moi. Elle a agi comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. J'ai demandé à Madame Rodriguez si elle accepterait de faire une déclaration à mon avocat, et elle a accepté. Elle était en fait assez contrariée par le comportement de Jessica. J'ai des filles, a-t-elle dit. Si quelqu'un harcelait l'une de mes filles comme ça, je voudrais que les voisins parlent. À peu près à la même époque, j'ai commencé à remarquer des choses étranges autour de ma propriété. Mon tuyau d'arrosage avait été déplacé. Le loquet du portail était dans une position différente de celle où je l'avais laissé. De petites choses, mais suffisantes pour me rendre paranoïaque. J'ai vérifié mes enregistrements de sécurité et, en effet, quelqu'un était entré sur ma propriété au milieu de la nuit. Les caméras ont capturé une silhouette se déplaçant dans le jardin, mais elle portait des vêtements sombres et une capuche, donc je n'ai pas pu distinguer de qui il s'agissait. J'ai renforcé le système de sécurité, en ajoutant des projecteurs à détecteur de mouvement et plus de caméras. La prochaine fois que quelqu'un entrerait sur ma propriété la nuit, j'aurai de meilleures images. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 nuits plus tard, les lumières à détecteur de mouvement ont illuminé mon jardin comme un stade de football. J'étais déjà endormi, mais mon téléphone a vibré avec une alerte du système de sécurité. J'ai ouvert l'application et j'ai regardé en temps réel Jessica traverser mon patio arrière, regardant par les fenêtres et essayant les poignées de porte. Elle n'avait aucune idée qu'elle était enregistrée. Je l'ai regardée essayer la porte arrière, puis se diriger vers la fenêtre de la cuisine, plaquant ses mains contre la vitre pour regarder à l'intérieur. Elle a fait le tour complet de la maison, vérifiant chaque fenêtre et chaque porte. À un moment, elle s'est assise sur les marches de mon perron arrière et a simplement fixé la maison pendant près de 10 minutes. Même à travers la caméra de vision nocturne granuleuse, je pouvais voir ses épaules trembler. Elle pleurait. Une partie de moi a eu pitié d'elle à ce moment-là. C'était ma sœur, et elle souffrait clairement. Mais ensuite, je me suis souvenu des publications sur les réseaux sociaux, des mensonges à l'agent immobilier, des appels frauduleux à ma société de prêt. Ce n'était pas du chagrin. C'était de l'obsession. J'ai appelé le 911 et j'ai signalé la violation de l'ordonnance restrictive. La police est arrivée en quelques minutes, mais Jessica était déjà partie. Cependant, j'avais des images cristallines de son visage lorsqu'elle avait regardé directement l'une des caméras en essayant la fenêtre de la cuisine. La police a pris des copies des enregistrements, et Jessica a été arrêtée chez elle 2 heures plus tard. Cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté. Elle avait clairement violé l'ordonnance restrictive, et il y avait des preuves vidéo pour le prouver. Mais l'arrestation de Jessica a provoqué une explosion encore plus grande dans ma famille. Ma tante Carole,
la marraine de Jessica, m'a appelé en hurlant. Comment oses-tu faire arrêter ta sœur? C'est la mère de 2 jeunes enfants. Tante Carole, elle s'est introduite sur ma propriété au milieu de la nuit. Elle a violé une ordonnance du tribunal. Elle était probablement juste confuse et contrariée. Tu es en train de détruire cette famille pour une maison. Je me protège de quelqu'un qui me traque et me harcèle. Te traquer? C'est ta sœur. La famille ne se traque pas, mais c'était exactement ça. Du harcèlement moral. Jessica surveillait ma maison, suivait ma routine, parlait à mes voisins et s'introduisait sur ma propriété. Le fait que nous soyons parentes ne rendait pas la chose moins effrayante ou moins illégale. Mon cousin Marc, le fils de Carole, m'a envoyé un long texto sur la façon dont je déchirais la famille et comment Jessica avait juste besoin d'aide, pas de punition. Il a dit que je devrais abandonner toutes les charges et régler les choses comme des adultes. J'ai répondu avec des captures d'écran des publications de Jessica sur les réseaux sociaux du jour où elle s'est introduite chez moi, celle où elle parlait de finalement obtenir la maison que nous méritons et l'appelait de notre nouvelle maison. J'ai demandé à Marc d'expliquer en quoi tout cela indiquait quelqu'un qui avait juste besoin d'aide plutôt que quelqu'un de délirant et potentiellement dangereux. Marc n'a jamais répondu. Pendant ce temps, Jessica a été libérée sous caution, mais elle faisait maintenant face à des accusations supplémentaires, violation d'une ordonnance restrictive et violation de propriété criminelle. Son avocat commis d'office essayait de lui faire accepter une négociation de peine, mais selon mon avocat, Jessica refusait. Elle semble croire qu'elle sera innocentée d'une manière ou d'une autre, m'a dit mon avocat. Son avocat dit qu'elle continue d'insister sur le fait que la maison devrait être à elle et que c'est vous qui avez fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'elle espère que si elle va au procès, un juge verra les choses à sa manière et décidera que vous avez eu tort d'acheter la maison sans en parler à votre famille. C'est là que j'ai réalisé que Jessica avait complètement perdu le contact avec la réalité. Elle semblait croire que la maison de mes rêves était en quelque sorte censée être la sienne, et que toutes les preuves contre elle disparaîtraient comme par magie si elle tenait bon assez longtemps. La situation est devenue encore plus surréaliste lorsque Mike m'a appelé. Sandy, tu dois m'aider, a-t-il dit. Jessica parle de se représenter elle-même au tribunal. Elle a renvoyé son avocat commis d'office. Quoi? Pourquoi ferait-elle ça? Elle pense que l'avocat ne se bat pas assez pour elle. Elle est convaincue que si elle peut simplement expliquer au juge ce qui s'est réellement passé, tout ira bien. Mike, qu'est-ce qu'elle pense qu'il s'est réellement passé? Il y a des preuves vidéo d'elle s'introduisant chez moi et violant l'ordonnance restrictive. Elle dit que tu lui as tendu un piège. Elle pense que tu as acheté la maison spécifiquement pour lui faire du mal et que tu as tout enregistré pour la faire passer pour une méchante. Je n'en croyais pas mes oreilles. Lui tendre un piège, Mike? Je ne savais même pas qu'elle connaissait l'existence de la maison quand elle s'est introduite. Je sais, Sandy. Je sais que ça n'a aucun sens, mais elle ne pense pas clairement en ce moment. Elle est obsédée par cette maison. Elle passe devant tous les jours en allant et en revenant du travail, même si ce n'est pas le chemin le plus direct. Elle a des photos de la maison sauvegardées sur son téléphone, de l'époque où elle était à l'intérieur. Elle en parle constamment. Mike, ce n'est pas un comportement normal. Je sais que ce n'est pas normal. C'est pour ça que je t'appelle. Elle a besoin d'aide, mais elle ne veut pas m'écouter. Peut-être que si les charges étaient abandonnées, elle pourrait suivre une thérapie au lieu d'aller en prison. Les charges ne seront pas abandonnées, Mike. Elle a commis des crimes. Plusieurs crimes. Mais elle est malade, Sandy. Tu ne le vois pas. Cette conversation a été un tournant pour moi. Mike avait raison. Jessica était malade, mais elle était aussi dangereuse, et elle n'avait montré aucun remords pour ses actions. Au contraire, elle s'enfonçait dans son délire selon lequel la maison devrait être à elle. J'ai réalisé que l'approche de ma famille, qui consistait à traiter cela comme un malentendu ou un différend familial, ne faisait en réalité qu'encourager le comportement de Jessica. En refusant de reconnaître que ce qu'elle avait fait était criminel, il renforçait sa conviction qu'elle était la victime dans cette situation. Les semaines suivantes ont été un cauchemar de drames familiaux. Les partisans de Jessica dans la famille ont organisé ce qu'ils ont appelé une intervention, où ils prévoyaient tous de venir à mon appartement pour me convaincre d'abandonner les charges. Je l'ai appris par ma cousine Lisa, qui n'était pas d'accord avec le plan et m'a prévenu. Ils viennent dimanche après-midi, m'a-t-elle dit. Tante Carole, oncle Bob, la belle-mère de Jessica, et quelques autres.
Ils pensent que s'ils viennent tous ensemble, ils pourront te faire pression pour que tu changes d'avis. Au lieu d'être à la maison pour leur embuscade, j'ai passé la journée chez Cathy. Je les ai laissés sonner et frapper à ma porte pendant que je regardais un film et mangeais de la glace sur le canapé de ma meilleure amie. Cathy était furieuse pour moi. Je n'arrive pas à croire qu'ils pensent pouvoir se liguer contre toi comme ça. Quel genre de famille fait ça? Le genre de famille qui pense que Jessica ne peut rien faire de mal, ai-je dit. Est-ce qu'un seul d'entre eux a même demandé à voir les preuves, les vidéos, les publications sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit? Non. Ils ne veulent pas les voir. Ils ont décidé que je suis la méchante, et ils ne veulent rien qui puisse compliquer ce récit. Ce soir-là, j'ai reçu une série de messages vocaux et de textos en colère des membres de la famille qui s'étaient présentés à mon appartement. Ils étaient contrariés que je leur ai fait perdre leur temps et que j'ai refusé de faire face à la famille. Le message vocal de tante Carole était particulièrement méchant. Sandy, tu es égoïste et cruel. Ta sœur a fait une erreur, et au lieu de l'aider, tu essaies de détruire sa vie. Ne te donne même pas la peine de venir à un événement familial tant que tu n'auras pas réglé ce gâchis que tu as créé. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux et les ai transférés à mon avocat. Le harcèlement de ma famille élargie devenait presque aussi grave que celui de Jessica. Mais tout le monde dans ma famille n'était pas contre moi. Ma cousine Lisa a commencé à enquêter sur le comportement de Jessica et a découvert des choses que même moi j'ignorais. Sandy, savais-tu que Jessica raconte à ses collègues qu'elle est sur le point d'acheter une grande maison? M'a demandé Lisa lors d'un appel téléphonique. Quoi? Mon amie Dana travaille dans le même cabinet dentaire que Jessica. Dana a dit que Jessica parle depuis des semaines de la façon dont elle va obtenir une maison victorienne avec un grand jardin pour les jumeaux. Elle montre des photos aux gens sur son téléphone. Des photos de ma maison. Oui, celles qu'elle a prises quand elle s'est introduite. Mais elle raconte aux gens qu'elle est en train de l'acheter. Cela devenait de plus en plus troublant. Jessica n'était pas seulement obsédée par ma maison, elle vivait dans un fantasme où elle l'achetait réellement. Il y a plus, a continué Lisa. Dana a dit que Jessica a demandé à faire plus d'heures au travail parce qu'elle allait avoir besoin de plus d'argent pour les mensualités du prêt. Le chef de bureau a essayé de répondre à sa demande parce qu'il pensait qu'elle achetait vraiment une maison. Donc, elle ment aussi à ses collègues. C'est encore pire. Dana a dit que Jessica a apporté des échantillons de peinture et de tissu pour montrer aux gens les plans de décoration de sa nouvelle maison. Elle agit comme si l'achat était une affaire conclue. J'ai eu la nausée. Jessica ne se contentait pas de me harceler, elle vivait dans un délire complet. Elle s'était si bien convaincue que ma maison était censée être la sienne qu'elle faisait des plans comme si elle en était réellement propriétaire. Quand j'ai partagé cette information avec mon avocat, il s'est inquiété au point de demander une évaluation psychologique pour Jessica avant le procès. Ce niveau de pensée délirante pourrait être révélateur d'un problème de santé mentale sérieux, m'a-t-il dit. Si elle est vraiment convaincue qu'elle a un droit sur votre propriété, elle pourrait être un danger pour elle-même ou pour les autres. L'évaluation psychologique a révélé que Jessica souffrait effectivement de ce que le psychologue a appelé un trouble délirant. Elle avait créé un fantasme élaboré dans lequel j'avais, d'une manière ou d'une autre, acquis sa maison par la ruse ou par erreur, et qu'elle était justifiée d'essayer de la récupérer. La défenderesse semble croire que la maison en question a toujours été destinée à être la sienne, indiquait le rapport du psychologue. Elle a construit un récit dans lequel l'achat de la propriété par la plaignante était soit frauduleux, soit le résultat d'une erreur cosmique qui doit être corrigée. Elle ne montre aucune conscience de l'illégalité de ses actions et continue de soutenir qu'elle est la victime d'une injustice. Le rapport recommandait que Jessica reçoive un traitement psychiatrique intensif et soit considérée comme une menace potentielle pour ma sécurité. Lire ce rapport a été l'un des moments les plus déchirants de toute cette épreuve. Ce n'était pas juste de la rivalité fraternelle ou de la jalousie. Ma sœur était réellement malade mentalement, et sa maladie s'était focalisée sur ma maison. Mais le rapport a également justifié ma décision d'engager une action en justice. Jessica n'allait pas s'améliorer d'elle-même, et les tentatives de ma famille de minimiser son comportement n'avaient fait qu'encourager ses délires à s'amplifier. La semaine avant le procès, Jessica a fait une dernière tentative pour me contacter directement. Elle a somehow obtenu mon adresse email professionnelle et m'a envoyé un long message décousu, qui était à la fois une excuse et une accusation. Sandy, commençait l'email, je sais que tu penses que je suis folle, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cette maison a toujours été destinée à notre famille. Quand j'étais enceinte des jumeaux, je passais devant en voiture et je rêvais de les élever là.
J'imaginais les Noëls en famille dans ce salon et les garçons jouant dans ce jardin. Je sais que tu as travaillé dur et économisé de l'argent, mais j'ai travaillé dur aussi. J'ai travaillé dur pour être une bonne mère, une bonne épouse et une bonne fille. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Est-ce que je ne mérite pas le bonheur, moi aussi? Je ne te demande pas de me donner la maison, mais peut-être qu'on pourrait la partager d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu pourrais me la vendre à un prix réduit, ou qu'on pourrait trouver un plan de paiement. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'étais juste tellement blessé que tu ne m'es pas incluse dans une décision aussi importante. Nous sommes sœurs, Sandy. Nous sommes censés partager nos vies. S'il te plaît, ne laisse pas ça détruire notre famille. S'il te plaît, pense à ce que maman et papa voudraient. S'il te plaît, souviens-toi que je t'aime, même si j'ai parfois une mauvaise façon de le montrer. L'email continuait pendant 3 autres paragraphes, alternant entre les supplications et les reproches, entre la prise de responsabilité et son rejet. Je l'ai transféré à mon avocat sans répondre. Jessica vivait toujours dans son fantasme où ma maison pourrait d'une manière ou d'une autre devenir notre maison, où son désir ardent pour quelque chose lui donnait un droit dessus. Mais j'ai aussi vu, pour la première fois, une douleur authentique dans ses mots. Elle souffrait vraiment. Son délire lui causait une véritable angoisse, et une partie de moi voulait l'aider. Le problème était que l'aider ne pouvait pas impliquer de céder à ses demandes ou d'abandonner les charges. L'évaluation psychologique avait clairement indiqué que les délires de Jessica ne feraient qu'empirer s'ils étaient renforcés par l'obtention de ce qu'elle voulait. L'affaire a été jugée 3 mois plus tard. Jessica s'est présentée avec un avocat commis d'office et une histoire selon laquelle tout cela n'était qu'un malentendu familial qui avait été monté en épingle. Mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements de sécurité, les publications sur les réseaux sociaux, le témoignage de Linda Morrison, les registres des appels de Jessica à ma société de prêt, tout cela dressait un tableau clair de quelqu'un qui avait délibérément trompé plusieurs personnes dans le but d'accéder à une propriété qui ne lui appartenait pas. Jessica a tenté de soutenir qu'elle avait sincèrement cru qu'il y avait eu une erreur dans les papiers. Mais le juge n'a pas mordu à l'hameçon. Madame Williams, a dit le juge, même si vous croyez sincèrement qu'il y avait eu une erreur, la réponse appropriée aurait été de contacter directement votre sœur, et non de vous faire passer pour elle pour accéder à la propriété. Les preuves montrent que vous avez passé plusieurs heures dans la maison, prenant des photos et des vidéos, et faisant des publications sur les réseaux sociaux comme si vous en étiez propriétaire ou sur le point de l'acheter. Cela va bien au-delà de l'enquête sur une potentielle erreur administrative. Jessica a été reconnue coupable d'usurpation d'identité et de fraude. Elle a été condamnée à 2 ans de probation, 100 heures de travaux d'intérêt général, et a été condamnée à payer une restitution pour les frais de justice et les coûts du système de sécurité, environ 8 000 € au total. Plus important encore, l'ordonnance restrictive a été rendue permanente. Jessica a légalement l'interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de ma propriété, et de contacter toute institution ou entreprise liée à la propriété de ma maison. Les retombées dans ma famille ont été importantes. Mes parents comprennent maintenant ce qui s'est réellement passé, et ils ont coupé les ponts avec Jessica jusqu'à ce qu'elle suive une thérapie et fasse de véritables excuses. La plupart de ma famille élargie a choisi son camp, et malheureusement, beaucoup d'entre eux ont choisi le camp de Jessica, se basant sur sa version initiale des événements. J'ai perdu des relations avec des cousins et des tantes qui pensent que je suis une personne sans cœur qui a détruit la vie de sa sœur pour un malentendu. Ils refusent de regarder les preuves ou de considérer que Jessica aurait pu avoir tort. Mais vous savez quoi? Ça me va. Je suis assise dans ma magnifique maison victorienne en ce moment, en train d'écrire cette histoire dans le salon où Jessica s'était autrefois vautrée sur le sol en prétendant que c'était chez elle. Nous sommes maintenant en décembre, 9 mois après avoir acheté la maison, et 6 mois depuis la fin du procès. Je l'ai meublée exactement comme je le voulais. J'ai organisé des dîners pour mes vrais amis. J'ai commencé un jardin dans l'arrière-cour. Jessica passe encore en voiture parfois. Elle travaille de l'autre côté de la ville, donc Maple Street est sur l'un de ses itinéraires possibles pour rentrer chez elle. Elle ne s'arrête pas et ne sort pas de la voiture, cela violerait l'ordonnance restrictive, mais mes caméras de sécurité captent son monospace qui ralentit devant la maison. Je pense qu'elle attend toujours que je change d'avis, ou que nos parents me convainquent de pardonner, d'oublier, et de l'inclure d'une manière ou d'une autre dans ma vie ici, mais ça n'arrivera pas. Ce que Jessica a fait n'était pas une erreur ou un malentendu. C'était une tentative calculée de prendre quelque chose qui m'appartenait parce qu'elle se sentait en droit de le faire. Les publications sur les réseaux sociaux prouvent qu'elle s'était convaincue qu'elle méritait ma maison plus que moi.
Et le fait qu'elle ne se soit jamais excusée une seule fois, pas sincèrement, me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur son caractère. J'ai appris que les liens du sang ne donnent pas aux gens le droit de violer vos limites, de vous voler, ou de traiter vos réussites comme si elles appartenaient à toute la famille. J'ai travaillé pendant 8 ans pour acheter cette maison. J'ai sacrifié des vacances, des sorties, des dîners coûteux, et d'innombrables petits luxes pour économiser chaque centime que je pouvais. Cette maison représente mon indépendance, mon travail acharné, et mon avenir. Jessica voulait entrer et la revendiquer comme sienne, parce qu'elle se sentait en droit de partager mon succès sans avoir fait aucun des sacrifices. Certaines personnes dans ma famille pensent que je suis cruel pour avoir porté plainte et obtenu une ordonnance restrictive. Ils pensent que la famille devrait pardonner à la famille, quoi qu'il arrive. Mais je pense que la famille devrait respecter la famille suffisamment pour ne pas commettre de crimes contre elle en premier lieu. Je suis heureuse dans la maison de mes rêves. Je suis heureuse avec ma famille choisie d'amis qui célèbrent mes succès au lieu d'essayer de les voler. Et je suis heureuse de savoir que je me suis défendue et que j'ai refusé de laisser quiconque, même ma sœur, profiter de moi. Parfois, faire ce qui est juste vous coûte des relations. Mais garder des relations toxiques vous coûte votre respect de vous-même, et votre tranquillité d'esprit. J'ai choisi la paix. Et chaque matin, quand je me réveille dans ma magnifique chambre principale, en regardant mon jardin à travers ses vitraux d'origine, je sais que j'ai fait le bon choix. La maison est à moi. Je l'ai méritée.